Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. André-Sylvain Latour, bonjour. Je commence avec une opération policière majeure qui a eu lieu aujourd'hui aux Galeries Saint-Hyacinthe. Écoute, en gros, ce sont deux hommes qui ont été aperçus par des gens et là, les gens ont dit « Oh, attention, deux hommes armés » dans un endroit public, comme ça, dans un centre d'achat. Ils ont été aperçus armés ou ils ont été aperçus puis on a déduit qu'ils étaient armés? J'ai pas suivi ta phrase, là. Alors, ils ont été suspectés d'être armés par des gens. C'est ça la grande question en réalité, puis tu la poses franchement, c'est que des gens ont donc appelé les policiers. Les policiers de la Sûreté du Québec sont arrivés en trombe sur les lieux, sont arrivés là. Ils ont finalement repéré les deux suspects, deux hommes de 31 et de 37 ans. Ils étaient au Dollarama, tout simplement. Pas armés. Pas armés. Donc, la question maintenant... Étaient-ils, s'appelait-il Tremblay et la framboise ou... Je n'en ai aucune idée, ce n'est pas indiqué. Okay. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, les policiers n'ont pas trouvé d'armes. Et là, la grande question, c'est était-il vraiment armé ou simplement c'est quelqu'un qui a mal vu peut-être quelque chose ou, tu sais, des fois, tu peux avoir ton sac en bandoulière, ça peut peut-être être un peu étrange. Est-ce que c'était quelque chose comme ça? Personne ne le sait pour l'instant. Mais chose certaine, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, ça a créé un vent de panique dans la région. Ouais. Les réseaux sociaux ont explosé. Évidemment, toutes les familles des gens qui travaillent là ou qui étaient là en train de magasiner et tout ça. Capotait, là, complètement. Une tuerie dans un centre commercial. Écoute, les gens étaient barricadés dans les cabines d'essayage et tout ça. Puis, tu sais, ça a quand même duré, je pense, à peu près une trentaine de minutes là, de pas savoir réellement ce qui se passait. Et la deuxième chose que je voudrais te souligner, c'est le travail policier là-dedans. Ils niaisent plus les policiers quand il y a des situations comme ça. Depuis Polytechnique. Polytechnique, c'était le 6 décembre 1989, 14 morts. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ça, mais je veux t'amener sur il y avait des policiers à l'extérieur pendant de longues minutes à la Polytechnique. Et la directive à l'époque... Ils n'osaient pas rentrer. Là. Exactement. La directive à l'époque, c'est que vous attendez le SWAT. Vous attendez le groupe tactique d'intervention. Et pendant ce temps-là, le tireur se fait plaisir. Donc, aujourd'hui, je te dirais, évidemment, c'est pas un événement du même ampleur. C'est un non-événement, semble-t-il, finalement. Peut-être qu'ils étaient armés et qu'ils ont caché leurs armes, on le sait pas. Mais pour l'instant, écoute, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, tant mieux. Il reste que les policiers ont réagi drôlement rapidement, puis là, aujourd'hui, il n'est plus question d'attendre. On leur lève notre chapeau. Tout à fait. Actualité. C'est une nouvelle internationale que je te fais en deuxième, mais écoute, les répercussions de ça risquent, premièrement, vont être jusqu'à chez nous. C'est sûr que les vagues vont se faire sentir. Le chef du Hamas a été tué dans une frappe israélienne. Il se trouvait alors en Iran. Ça veut donc dire que Israël a bombardé l'Iran. Oui. Tout simplement. Et on sait que la dernière fois que ça s'est produit, en fait, c'était pas un bombardement, mais Israël avait tué un général iranien. En Syrie, je pense. Oui, c'est ça. Il se trouvait pas sur le territoire iranien à ce moment-là. Et puis, les Iraniens avaient riposté, bien entendu, en bombardant, je me souviens ils avaient envoyé 300 drones là, et des missiles qui avaient finalement comme tous été interceptés, sauf pour la plupart. Puis, selon plusieurs experts, là, à l'époque, là, le mouvement avait été annoncé d'avance. C'était comme clairement, l'Iran voulait juste comme faire un genre de show de boucan, là, mais tout le monde s'était mobilisé, les Américains, les Anglais, les Israéliens, évidemment. Puis avec tous les dispositifs, il y avait comme tiré tout ce qui volait. Puis il y avait, comme je dis, il y en avait raté un. Là, c'était dans le. Donc c'est comme une espèce de guerre factice. Là, l'Iran avait dit à ce moment-là, écoutez, voici notre riposte à ce que vous venez de faire. On n'ira pas plus loin, allez pas plus loin non plus. Sauf que quand tu bombardes carrément une zone en Iran, là,
tu as la grosse possibilité de rentrer dans un conflit encore plus ouvert et plus important que ce qu'il est maintenant. Donc, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, un homme de 61 ans, a été assassiné. Ça fait quand même 10 mois que c'est la guerre dans la bande de Gaza. Ouais. Et j'ai ici quelques chiffres, tu vas voir, c'est assez prenant. Le 7 octobre, la journée où les commandos du Hamas sont rentrés en Israël, ils ont tué 1197 personnes, enlevé 251 personnes, 111 sont toujours retenues à Gaza, 39 de celles-là sont présumées mortes par l'armée israélienne. L'offensive israélienne a fait jusqu'à présent 39 445 morts du côté de Gaza. Plus un maintenant. Tout à fait. Faut que tu saches que le chef du Hamas vivait en exil. Il était au Qatar. Ouais. Il se trouvait en Iran pour l'investiture du nouveau président. Okay. Ouais, exactement. Puis je vais te lire. Tu sais, en Iran, il y a un guide suprême qui est le religieux au-dessus du président un peu, celui qui mène tout, Ali Khamenei. Ouais. Et je vais te lire sa réponse et tu vas voir, ça donne un peu quand même des frissons dans le dos. Avec cet acte, le régime sioniste criminel et terroriste a préparé le terrain pour un châtiment sévère pour lui-même et nous considérons qu'il est de notre devoir de venger le sang de Haniyeh versé sur le territoire de la République islamique. Ça n'augure absolument rien de bon. C'est sûr. Et... Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Une histoire qu'on n'aime jamais vraiment entendre, de retour chez nous. Il y a une fillette de 2 ans qui se rend à la garderie et soudainement, quand elle revient chez elle, les parents constatent qu'elle a des brûlures aux fesses, mais des brûlures sévères quand même. Ouais. Donc là, la mère dit, voyons, pourquoi vous nous avez pas appelés? Donc elle dit, ni moi ni le père ont été appelés. Pourtant, on est des parents présents et tout ça. Et là, ce que la mère semble croire, c'est que c'est pas une brûlure chimique, ce serait une brûlure thermique. C'est bizarre, et écoute, j'ai sursauté quand j'ai lu la citation de l'entrevue qu'elle a donnée à TVA Nouvelles. C'est comme si les éducatrices avaient enlevé la peau pour essayer de cacher ça avec de la crème. Donc, ce que j'en comprends, c'est que la petite fille avait les fesses brûlées. Les éducatrices ont frotté les fesses de la pauvre petite fille. Fait que, tu sais, tu fais des cloques un peu. Ouais. Ils ont l'air d'avoir frotté ça pour mettre de la crème pour pouvoir... espérer que les parents s'en rendent pas compte. C'est complètement surréel comme histoire. Quand même, tu sais, quand on amène, tu sais, t'as un jeune enfant, qui est en apprentissage de la propreté actuellement. Ouais. Bon, et tu sais, je veux dire, ce qui était le cas de cette petite fille-là, je ne l'ai pas mentionné, mais tu as raison de le dire, elle était en apprentissage de la propreté. Et d'ailleurs, cette journée-là, elle avait été malade un peu, ça lui avait donné de la diarrhée. Alors, tu sais, bref, la garderie n'a toujours pas commenté. Les policiers sont en train de regarder pour voir qu'est-ce qui s'est passé là. Donc, en attendant, l'éducatrice a été suspendue. Le temps de faire toute la lumière. Étrange à faire, honnêtement. Puis, tu sais, évidemment, chaque garderie, chaque CPA a ses particularités. Mais moi, je te dirais que, de manière générale, je ressens quand même énormément de bienveillance. Là, quand je dépose mon garçon, je l'imaginerais mal qu'on le brûle de manière volontaire. Là, donc, c'était un peu particulier comme situation. Attendons de voir qu'est-ce qui s'est passé. En attendant, inévitablement, les parents font comme... Oui, et prompt rétablissement à la fillette, évidemment. Absolument. On parle de la garderie... Ça ne doit pas faire du bien. Non, vraiment pas. On parle de la garderie... Le Palais des Petits, c'est situé sur le boulevard Pineuf, au nord de la ville de Montréal. Donc, attendons les résultats. Attendons les résultats, mais effectivement, parce que c'est une histoire un peu abracadabrante, finalement. Quand même. Tout savoir en 24 minutes. T'as mis le nez dehors tantôt, comme un j'étais courageux. Mouillé en arrivant en studio, mais ça sèche finalement. C'était des cordes à un moment donné qui tombaient, ça avait aucun sens. Je crois que ma douche est pas aussi forte que ça. Ah, la nature! La nature, absolument. Écoute, Environnement Canada a émis un avertissement de veille d'orage violent cet après-midi et ce soir. Il y a une tralée
de régions qui sont touchées. Tu sais, Montréal, Laval, Montérégie, Estrie, Laurentides, Lanaudière. Il y en a d'autres. Allez voir ça sur le site du Journal de Montréal, le site de TVA Nouvelles. Penses-tu que je vais pouvoir rentrer chez moi? C'est la grande question parce que quand tu regardes dehors, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Mais quand c'est là, tabarouette, et je sais que tu es en trottinette aujourd'hui. Oui, il va falloir que tu sois très, très, très prudent, ne serait-ce que la chaussée mouillée. Ouais, la chaussée mouillée, ça va. C'est plus que debout sur le pont Jacques-Cartier, je me dis toujours, tu sais, mais en fait, quand même, il y a une structure au-dessus de moi. Je devrais être protégé. T'es pas le point le plus élevé quand t'es là. Je suis très grand. Si tu traversais le fleuve à trottinette, peut-être, là, mais... On n'est pas rendu avec des trottinettes amphibies, malheureusement. Ça serait malade, je pourrais couper en ligne droite. Clairement. Il n'y avait pas une idée de taxi volant à un moment donné entre Montréal et la Rive-Sud? Non, c'était pas ça. Écoute, il y avait des drones de livraison, il y avait des questions de ça à un moment donné. Sinon, je propose qu'on refasse le pavage de Sainte-Catherine, puis on peut juste atterrir. N'importe quoi. Faire le ménage avec les réacteurs. C'est ça, exactement. La bonne nouvelle, en tout cas, dans ces orages-là, c'est que ça va donner une petite accalmie sur la canicule là, qu'on a en ce moment, les grosses chaleurs. Parce que moi, quand je suis sorti tantôt, il pleuvait et faisait 38 degrés. Là. C'était comme limite, genre, dans un bain à ciel ouvert. Peut-être que ça va faire baisser la température. Ça va la faire baisser normalement selon Environnement Canada pour un bref instant. Parce que demain, il va refaire... C'est la canicule pour plusieurs jours. Là, si écoute, on parle d'une température ressentie de 40 degrés. Ça va être chaud dans le métro. Oui. Tout savoir en 24 minutes. Ben, je vais te citer, mon cher économiste. Chaque itinérant coûte 70 000 $ à l'État. C'est ta chronique aujourd'hui qui est parue dans le Journal de Montréal. 70 000 $. 72 000 là, j'avais dit plus de 70 000, mais bon, le nombre de caractères, comme tu le sais dans les titres. Oui, c'est le coût. Là, c'est une étude qui a été publiée à la fin de l'année 2023 par un cabinet de recherche en économie que je connais, là, des experts, des économistes là, qui s'appelle AppEco. Et ce cabinet donc, a étudié, là, c'est un document de 100 pages. Là, c'est pas une petite feuille, là, c'est vraiment une analyse assez exhaustive. Puis il conclut là, effectivement que si tu fais la somme de toutes les dépenses là, qui sont destinés à, j'ai pas envie de dire lutter, là, mais à accompagner puis à essayer de remédier autant que possible à cette problématique sociale-là, le coût par individu est de 70 000 $, ce qui est énormément d'argent, là, évidemment. Quand même. Par année, par individu. Par année, par individu. Et là, évidemment, on le sait, il y a une progression du nombre d'itinérants déjà, et on estime que si rien n'est fait, cette progression-là du nombre pourrait continuer. Les coûts ne diminuent pas, là, ne serait-ce que les salaires des policiers, des travailleurs sociaux, des intervenants psychosociaux. Et donc, on estime que la somme là, des coûts pourrait atteindre le demi-milliard de dollars là, d'ici quelques années, là, d'ici la fin de la décennie. 500 millions, là, ou on fait 450 millions de dollars. C'est énormément d'argent. Puis bon, j'invite les auditeurs à lire l'article, là, pas pour me faire de l'autopromotion. Mais je vais le faire à ta place. Allez lire cet article où il y a parce tout qu'il y a le des solutions. Puis ces solutions-là, bizarrement, pour plusieurs raisons, sont soit impopulaires, soit les gens qui reçoivent actuellement ces 70 000 $. Puis, juste pour être clair, là, on ne donne pas 70 000 $ aux itinérants. Là, on paye plein de professionnels autour d'eux. C'est les services psychologiques, c'est les soupes populaires. Mais si on utilisait donc une petite fraction de ça et qu'on le donnait justement directement aux itinérants sous forme de subvention au logement, puis c'est toute cette logique là, de logement d'abord, là, c'est une philosophie là, de lutte à l'itinérance, ça coûterait une fraction du prix, puis c'est prouvé que ça diminue tous les autres coûts. Sauf qu'il faut faire cette contribution-là initiale. Donc, il y a un pas à prendre. Puis évidemment, ça se ferait au détriment de toutes les subventions qu'on donne à toute une écologie d'organismes communautaires qui, évidemment, vivent de ça. Donc là, c'est sûr qu'actuellement, là, ça serait pas... ça serait assez impopulaire là, comme décision politique. C'est un déplacement de fonds qui est impopulaire. Qui se fait au détriment de certains. Donc, bref, à réfléchir, là, évidemment. Actualité. Je veux rester dans l'économie et te parler de la Réserve fédérale américaine qui maintient son taux directeur. Ouais. Comme tel, je vais être franc avec toi, à bof comme nouvelle. Mais quand on sait que les États-Unis et le Canada, c'est comme un éléphant qui dort dans un lit gonflable avec une tortue. Je l'avais jamais entendu, celle-là.
quand l'éléphant bouge, la tortue tombe du lit. Donc, c'est un lido ou... ça peut, c'est encore pire. On a le mal de mer quand il bouge. Bref, ils maintiennent ça dans la fourchette de 5,25 à 5,50. Là, évidemment, c'est bien le fun pour eux autres. Tant mieux pour ceux qui ont des hypothèques aux États-Unis. Pour nous, je vais entendre l'économiste en toi. Ben pour nous, tu sais, c'est sûr que le fait qu'il baisse, la baisse qui va survenir probablement peut-être en septembre aux États-Unis, c'est comme chez nous, là, tu sais, ça va être une baisse d'1/4 de point. Donc ils annoncent une baisse. Là. Ils n'ont pas annoncé, mais ce que M. Powell a clairement dit, c'est que ça s'en venait. Là, il a arrêté de... Parce que quand on écoute les banquiers centraux, il y a toujours ce jeu de décortiquer là, entre les lignes, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire. Puis essentiellement, ce que dit M. Powell, ben, c'est ça, c'est qu'on est prêt là, à baisser, mais on veut juste avoir un petit peu de confirmation sur le taux d'inflation, évidemment, sur l'emploi, sur la croissance. On sait que les États-Unis, malgré l'augmentation rapide des taux, restent une économie très dynamique. Donc, M. Powell est inquiet que s'il se met à baisser les taux, l'inflation va repartir à la hausse, donc il préfère attendre encore peut-être un mois ou deux, mais c'est évident que ça s'en vient. De manière assez évidente, là, l'inflation aux États-Unis comme au Canada est presque contrôlée. Là, c'est à l'intérieur de la fourchette du 1 à 3%. Puis comme je l'avais souvent dit, on n'a pas intérêt au Canada à avoir une trop grande divergence de taux d'intérêt parce que les grands investisseurs mondiaux, ils utilisent ça souvent pour déplacer de l'argent d'un pays à l'autre parce qu'ils vont évidemment aller là où... Parce que le taux directeur, ça détermine aussi le taux d'emprunt des États. Donc, évidemment, si un taux directeur plus élevé, c'est plate pour nous, mais pour un investisseur, ça veut dire qu'il va avoir plus de rendement sur son argent. Donc, c'est sûr que si les États-Unis ont un taux très élevé puis que le Canada a un taux très bas, ben les grandes quantités d'argent vont aller acheter des obligations américaines plutôt que canadiennes. Et donc, ça va créer un effet où ça va dévaloriser le dollar canadien. Et ça, ben... c'est le fun pour les exportateurs, mais c'est plate vraiment pour tous les touristes, pour les snowbirds, puis tout ce qu'on importe. Donc, éventuellement, on n'a pas intérêt à avoir une trop grande divergence entre ces taux-là. Donc, c'est pour ça qu'on garde un œil très attentif, là, les Canadiens, sur la décision de M. Powell. Si ça commence en septembre puis que le Canada continue, ben, on va garder ce parallélisme, là, puis éventuellement, ça va avoir un effet assez mitigé sur le taux, mais c'est justement... ce qu'il faut analyser, là, je pense, pour ces grands économistes mondiaux. Et s'il y a une baisse, supposons qu'il y a une baisse au mois de septembre, comme tu l'expliques, les élections sont au mois de novembre aux États-Unis. Il y a cette dimension-là. Plusieurs disaient là, que M. Powell n'avait pas à intervenir dans la campagne, puis que c'était pressenti que s'il baissait le taux directeur avant novembre, ce serait une forme d'interférence. En même temps, il a dit qu'il ne considère aucunement ce facteur-là dans ses décisions. Puis, même aujourd'hui, je pense qu'il a bien préparé le terrain en disant... c'est pas Trump ou Harris ou quoi que ce soit, c'est voici l'inflation, l'emploi, c'est ça qui guide ma décision. Mais c'est sûr qu'une baisse de taux en septembre, puis peut-être une autre en octobre, ça ferait le jeu des démocrates là, qui pourraient dire, voyez, on a eu une économie extraordinaire pendant les 4 dernières années, on a créé des emplois, on a fait de la croissance malgré l'inflation qu'on a hérité de Donald Trump. Il y a tout un narratif, comme on dit en bon français, à bâtir autour de ça. Évidemment, M. Trump va sûrement crier là, à Deep State, là, puis à l'intervention là, des manigances, là, mais dans les faits, les banquiers centraux, autant que possible, sont neutres face au phénomène politique. Là. Donc, je vais t'amener... Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Je me suis fait interrompre. Par toi-même. Tu me parles de Donald Trump, justement. Ouais. Aujourd'hui, il était devant l'Association nationale des journalistes noirs. C'était surréel. C'était à Chicago. Ouais. Quand même, M. Trump n'a pas la langue dans sa poche, on le sait. On s'en parlait, toi et moi, je crois que c'était hier. Quelles pourront être les insultes qui vont coller à Kamala Harris? Là, maintenant, je pense qu'il s'est essayé. Il l'accuse d'être devenu noir. Donc, selon Donald Trump, Kamala Harris s'est toujours définie comme étant indienne, d'origine indienne. Je vous rappelle là, que sa mère est d'origine indienne et que son père est un Jamaïcain, en réalité. Et donc là, selon lui, pour des raisons électoralistes, Mme Harris s'identifierait maintenant
comme une personne noire. Ouais. Évidemment, ça a semé le chaos dans la salle. Hein. Je te rappelle, ce sont des journalistes noirs. Ouais. Et l'objectif de Donald Trump et de sa campagne en ce moment, c'est de rallier. C'était pas une très bonne sortie pour lui de dire ça, non? De commencer à trouver qu'il y a des noirs, pas noirs, puis des demi-noirs. Puis ça me semble que c'est un terrain... C'est un terrain glissant. Puis on le disait... Devant un parterre de journalistes, pas juste un parterre de gens de couleur, là, un parterre de journalistes noirs qui... Les journalistes sont... Comme je dis souvent, le bullshit meter est un petit peu plus sensible que la moyenne. Ça sonne comme une drôle de place où tenir des propos comme ceux-là, il me semble. Ben, je te dirais aussi que la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a commenté ce commentaire-là. Et ça m'a fait aussi un petit peu sourciller. Qui est noir, d'ailleurs. Oui, absolument, absolument. Et elle a dit, personne n'a le droit de dire à quelqu'un comment il s'identifie. Je sais pas, mais quand t'as un père jamaïcain, c'est comme compliqué de... En tout cas, je pense qu'on déborde de l'identité pure et simple. Mais honnêtement, je me demande, puis tu sais, M. Trump est jamais à un tour de passe-passe près dans sa besace, hein, mais puis tu sais, je le trouve rustre et vulgaire un peu comme beaucoup, mais en même temps, ça sonne d'une certaine façon presque comme un hameçon. Et là, tu sais, bon, Karine Jean-Pierre, elle est noire, là, déjà haïtienne. Je pense qu'elle a des racines québécoises, ça se peut-tu? Bref, j'oublie. Mais, tu sais, elle dit, elle vient sortir ça. Personne n'a le droit de dire à quelqu'un comment il s'identifie. Donc, qu'est-ce que fait l'administration démocrate essentiellement? Ils reprennent cette espèce de petite cassette là, de l'auto-identification, puis ils rentrent dans cette espèce de nid de guêpe, là, tu sais, du identity politics, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont au centre droit, peut-être un peu favorables aux démocrates, qui vont être repoussés par cette espèce de recours là, à ce charabia un peu woke, un peu Francis Gosselin, femme noire, transgenre, tu sais, comme n'importe quoi, tu sais, que dans les faits. Puis, encore une fois, je dis pas que c'est vrai ou faux, mais je dis juste que pour une grande part de l'électorat américain, c'est un repoussoir qu'on ramène ça dans la sphère politique. Et donc, je sais pas si M. Trump, de manière quasiment habile, est peut-être pas venu appâter les démocrates à se lancer dans ces revendications-là. Fait que bref, à suivre quelles vont être les réactions. M. Trump, il peut être retard. Donc, tu sais, à quelque part, faut pas le donner comme mort encore, hein, Donald Trump. Oui, parce que sa campagne... va pas très bien, mais c'est peut-être un coup de génie, d'une certaine façon. L'avenir le dira. Tout savoir en 24 minutes. Bon, écoute, il nous reste que 2 minutes environ. Je veux te parler du bacon qui nous pousserait vers la démence. Le bacon. Le bacon, oui. En fait... je m'attendais pas à ça. Il y a une nouvelle étude de l'Association d'Alzheimer aux États-Unis qui dit que de remplacer son hot dog, son bacon par des noix ou des haricots serait la meilleure option pour réduire les risques de démence liés à la consommation de viande rouge transformée. C'est transformé, du bacon? Je pensais que ça venait directement de la fesse du cochon, non? Alors là, je suis pas chez Olimel pour te le dire. Non? Je n'ai pas travaillé chez Olimel. Dommage. En gros, c'est une étude qui a été menée. Ils ont suivi 130 000 personnes pendant 43 ans. On a identifié 11 173 cas de démence là-dedans, donc un peu moins de 10% là, à peu près. OK? Le truc, c'est que le taux de prévalence au Canada de la démence est de 6,8%. 43 ans. Écoute, moi, j'ai déjà parlé à un chercheur et il m'a dit... tu sais, les chercheurs sont payés par subvention généralement et ils doivent trouver quelque chose. Ouais. Donc, tu sais, je questionne pas l'étude du tout. Non. Je dis simplement que à 11 173 cas de démence, tu sais, si ça avait été la moitié, peut-être que ça aurait été un peu plus significatif. Tu sais, je pense, je vais dire une chose, je pense qu'on mange trop de viande, là, puis tu sais, ça a des effets, les réchauffements climatiques, tu sais, je suis pas végétarien, mais tu sais, je suis sensible à ça. En même temps, tu sais, je trouve toujours ça drôle des études comme celle-là, puis tu sais, bon, oui, on peut remplacer la viande, on peut remplacer un hamburger par des noix.
Je sais pas comment dire, tu sais, tu peux aussi rester chez vous. Sortir de la maison, c'est très dangereux. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je sais pas, faut vivre, tu sais. Fait que, tu sais, où est-ce qu'on tire la ligne, tu sais. Les fumeurs te diront que la fumée, ça leur procure un grand plaisir, puis que, tu sais, bon, ils ont tort, objectivement, sur la santé, mais... Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut tirer la ligne, puis comme, pour moi, manger des haricots au lieu d'une tranche de bacon, comment dirais-je, tu sais, je sais pas. Fait que oui, là, ça réduit mes chances de démence de 4,8%, mais tu sais, je me demande même, à la limite, si c'est utile, tu sais, de faire... Tu sais, je suis très favorable à la science, mais je sais pas si c'est utile de faire des études comme celle-là pour arriver à des conclusions. Parce qu'on sait déjà que la viande rouge transformée a une certaine prévalence pour les cancers et des choses comme ça. Oui, mais c'est ça. Mais comme je dis, sortir dehors, ça a une prévalence pour les cancers. Puis, tu sais, je sais pas. Il y a plein de choses qu'on fait, tu sais, qu'à un moment donné, faut aussi vivre, tu sais, fait que c'est... On va se laisser là-dessus. Faut aussi vivre, André Sylvain. Très rapidement, contrat de 6 ans pour Caden Goulet avec le Canadien. Bonne, mauvaise signature? Bonne. On solidifie la défense, certainement, là, au niveau du Canadien. Je pense que c'est cette semaine que je disais, là, cette année, notre grand objectif, c'est de faire les séries. Je suis comme, hey boy, comme si tu finis par mettre la barre assez basse, tu vas finir par l'atteindre. Mais on se le souhaite quand même, blague à part. On peut au moins se rendre en première ronde, puis avoir un club là, qui fait moindrement de points cette année, ça va être encourageant. Puis je pense que Goulet peut faire partie là, de cette nouvelle organisation du Canadien de Montréal. D'ailleurs, je sais pas, on en a parlé plus tôt cette semaine, mais tu sais que ce sont de très mauvaises années pour les diffuseurs sportifs, là, TVA Sport et RDS. Puis une des raisons, c'est qu'honnêtement, on fait jamais les séries. Fait que, tu sais, les boys, forcez-vous un peu, là, c'est de la diffusion sportive dont il est question. Fait que... Rapidement, comme ça, je suis pas ultra sportif. Je crois que c'est Yvan Cournoyer qui avait expliqué ça. Il y a une saison où le Canadien de Montréal, dans les années 70, je crois, avait perdu seulement 8 matchs dans toute la saison. Et au moment où est-ce qu'il en avait perdu un, Yvan Cournoyer s'était levé dans la salle, ou en tout cas, c'est lui qui racontait. Il disait, là, on s'est parlé dans le cast, il n'y avait pas de question d'en perdre un autre. Là, cette année, on espère faire les séries. Peut-être question d'en gagner un autre, éventuellement. C'était en 76-77, cette saison-là, André Sylvain. On a résumé l'actualité en 24-ish minutes. C'est correct. C'est une cible. C'est comme les Canadiens. On vise à peu près ça, 24 minutes. Merci et on se retrouve demain. Yeah.